Ok, bonsoir à tous et à toutes. Du coup, on va commencer. Merci d'être venus au hangar, donc il y a une salle prêtée par la mairie. Pour cette formation du coup sur les retraites, voilà, on va avoir différents intervenants ce soir pour en parler, que je vais présenter au fur et à mesure, voilà, jusqu'à à peu près 20h. Et puis après, il y aura une petite collation. On a ramené de quoi se restaurer. Donc on aura aussi le temps de prolonger la discussion après les interventions. Voilà, je vais commencer par donc présenter Didier Jo, qu'on ne présente plus puisqu'il est le maire du secteur, donc du 4e et 5e arrondissement, qui nous a chaleureusement prêté cette salle, donc grâce à qui c'est possible d'être ici ce soir, et qui va faire du coup le mot d'accueil et d'introduction. Je vous remercie. Allez-y. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le service public. Voilà. Ici, c'est la salle le théâtre du hangar. C'est une salle que nous avons la joie de mettre à disposition de Hendrik et Pauline qui nous l'ont demandé. Voilà. Donc ici, vraiment, je tiens à le préciser à chaque fois, on est dans le service public. C'est une salle que nous gérons en propre à la mairie des 4e et 5e arrondissements. Et c'est extrêmement important parce que ça nous permet de mettre en place des animations, un programme culturel riche et gratuit. Et voilà, je ne manque jamais une occasion de également remercier les personnels de la salle qui la tiennent chaque jour. Voilà. Alors je devrais malheureusement vous quitter parce que j'ai une autre obligation pas très loin d'ici. Hein. Je vais devoir vous quitter en cours de route. Donc en préambule, je m'en excuse et d'avance. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? C'est que nous sommes engagés dans une bataille qui est extrêmement importante. C'est une bataille contre cette réforme des retraites qui est brutale, qui est injuste, qui est inefficace. Mais c'est pas moi qui vais vous l'expliquer parce que vous le savez beaucoup mieux que moi. Alors, c'est un moment clé. En ce moment, c'est un moment absolument clé pour l'évolution du rapport de force dans notre pays. Les conquis sociaux sont grignotés depuis 25 ans. Et pour la première fois, nous entrevoyons la possibilité de faire reculer les forces du libéralisme à l'œuvre depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un moment clé et nous ne devons absolument pas le rater. Les meilleures avancées se sont faites dans un rassemblement large. À l'image du printemps marseillais, ça s'est fait. Aujourd'hui, il est question du syndicalisme, il est question du rapport politique. Il est également question des organisations, des associations pour que le rassemblement de tous permette une réelle avancée aujourd'hui sur la problématique des retraites et le recul. Ensuite, avec le cadre collectif de la NUPES, évidemment, les partis de gauche et écologistes ont donné les moyens aux électeurs et les électrices d'opter pour un rassemblement efficace et faire entendre leur voix à l'Assemblée et pas seulement dans la rue. Ensuite, après les mobilisations exceptionnelles et qui grandissent toujours des 19 et 31 janvier et bientôt celles des 7 et 11 février, le gouvernement aujourd'hui est en passe de ne plus avoir de majorité. Et ça, c'est quand même une possibilité qui est très forte. Donc nous devons absolument appuyer sur cette opportunité. Et ça doit être porteur pour nos mobilisations. Et comme maire printemps marseillais dans les 4e et 5e arrondissements, à l'œuvre depuis un petit peu plus de 2 ans et demi aujourd'hui, pour l'avoir vécu, je sais que les mobilisations citoyennes et politiques, les rassemblements larges, amènent des victoires qui ne sont pas prévues d'avance. Donc aujourd'hui, c'est une énorme opportunité pour nous. On voit aujourd'hui la ville se transformer grâce à ce virement qui a eu lieu il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, ce rassemblement-là, il doit aller bien au-delà. Et les retraites, c'est quelque chose de brutal, injuste, et c'est quelque chose qui doit nous guider pour mettre en efficience finalement tout ce rassemblement. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Alors bonsoir à toutes et tous, merci d'être là. Alors la première chose que je vais dire, et je pense que je vais aller dans la suite de ce que dit Didier Jo, c'est pourquoi on est là ce soir.
On est là ce soir parce qu'effectivement, on est dans une bataille des retraites qui est politiquement extrêmement importante. Ce n'est pas forcément l'objet de ce soir, puisqu'on a décidé ce soir plutôt de décrypter en fait, les enjeux en termes de réforme. Mais je veux commencer par vous dire un mot de ces enjeux politiques. En gros, ça fait quand même maintenant, depuis milieu des années 90, milieu des années 80 même, on va dire, qu'ils démantèlent petit à petit l'ensemble de nos acquis sociaux. Et la sécurité sociale et la branche retraite de la sécurité sociale, c'est un des joyaux de ces acquis sociaux. Donc on est à un moment où ils vont essayer de finir le travail qu'ils ont commencé et entamé depuis maintenant des décennies. Après, je vais vous expliquer pourquoi ils veulent finir ce travail. Mais on est à un moment aussi où c'est fragile en face. Fragile parce qu'il y a eu la crise de 2008, parce qu'il y a eu la crise Covid, parce que beaucoup des citoyens, en fait, ne se reconnaissent plus dans la société de la surconsommation, du surproductivisme. Et puis, vraiment, beaucoup de citoyens se questionnent sur le sens, après le Covid, le sens du travail. Et donc, ils font cette réforme au pire moment pour eux. À un moment où, en réalité, la plupart des gens que je rencontre, en fait, se questionnent sur le travail et sont conscients que travailler plus pour gagner plus, c'est pas la solution. Vous vous rappelez le fameux slogan de Sarkozy. Et donc, on est à un moment, il y a l'unité politique, il y a eu la NUPES, il y a eu le printemps marseillais, tu le signalais, à Marseille, il y a l'unité syndicale, il y a surtout une unité dans la masse des Français, on l'a vu déjà à 2 reprises, donc il y a la possibilité de gagner. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, et ça serait bien de gagner. Donc c'est pour ça que nous devons gagner, et que nous pouvons gagner, et que j'espère que nous allons gagner. Alors, maintenant, l'enjeu politique, pour finir sur cette partie-là, imaginez, on fait un peu de politique fiction, j'aime toujours le faire. Globalement, s'il gagne, il passe en force, que le Rassemblement national reprend la main, la loi suivante, c'est asile-immigration. C'est pas un hasard. Globalement, on prend un risque. Soit la Macronie, ou ce qui sortira de la Macronie, continue, poursuive, soit le Rassemblement national, en 2027, a vraiment la capacité d'arriver au pouvoir. Et ça sera encore pire. Donc ça, c'est si on perd. Mais si on gagne, et que la NUPES est unie. En réalité, Macron ne peut pas continuer à gouverner après avoir perdu sur une réforme pareille. Parce qu'en réalité, une des raisons pour lesquelles il fait cette réforme, c'est pour souder le bloc, un bloc de droite, avec LR, et que s'il n'arrive pas à faire cette réforme, il sera à un moment ou à un autre obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et s'il dissout l'Assemblée nationale alors qu'on a gagné, après un puissant et vaste mouvement populaire unitaire, eh ben on peut gagner des élections. Et en plus, on aura un mouvement populaire qui nous poussera pour réellement faire une politique de gauche. Donc c'est pour ça que le moment présent dans lequel on est extrêmement important. Alors la question qu'on peut se poser une fois que je vous ai dit ça, c'est pourquoi il fait cette réforme ? Alors examinons d'abord les raisons qu'il vous donne à la télé, à la radio, à longueur de temps. La première raison, c'est on vit plus longtemps, il faut travailler plus. Bon. C'est la première raison qu'il nous donne en général. Moi, je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs façons de regarder est-ce que la population vieillit. La première chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'effectivement, la population, depuis 1940, l'espérance de vie a effectivement bien augmenté. On est passé de 70 ans à maintenant 85 pour les femmes. Mais en réalité, sur les dernières années, ça a très peu augmenté. Et l'espérance de vie en bonne santé a, lui, quasiment plus augmenté. Donc, en réalité, il nous mente sur le fait que ça va continuer à augmenter. Et en plus, les scénarios du Conseil d'orientation des retraites qui prévoient une augmentation de 2 ans pour les femmes, je prends juste les femmes pour ne pas vous assommer de chiffres, en fait, c'est faux, puisqu'il prévoit 2 ans pour les femmes sur les 5 prochaines années, alors que ça a été 1 an les 10 dernières années. Donc, il nous mente, là sciemment, dans les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites. Donc, ça, c'est faux. Mais il y a une autre façon de présenter les choses. Et j'étais tout à l'heure à présenter mon métier à des collégiens. C'était assez instructif parce que dans les collèges, maintenant en 3e, ils font des portes ouvertes et puis on présente. Alors moi, j'ai présenté mon métier de chercheur en écologie. Et la personne de Pôle emploi qui présentait un peu tout ça a dit eh ben, il y aura, la population vieillit énormément. Et donc, il y aura énormément de métiers pour le grand âge, etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de faire une réforme des retraites. Bon, il dit ça quand même en pleine réforme des retraites à des collégiens. J'étais moi sur le cul, excusez-moi. Et j'ai été le voir à la fin pour lui dire bah non, en fait, l'âge médian des Français n'a pas augmenté depuis 2012 exactement. L'âge médian dépend à la fois du taux de natalité, de l'espérance de vie, de pas mal de choses, et l'âge médian n'a plus bougé. Bien sûr qu'il a 42 ans, pour que vous sachiez, mais il n'a plus augmenté, contrairement à d'autres pays où il continue à augmenter. Ça m'amène à discuter d'une autre
d'un autre mensonge qu'ils ont en permanence mis sur le tapis. On travaille plus longtemps dans les autres pays. Alors, il y a plusieurs façons de prendre le problème. D'abord, quand ils prennent le cas de l'Allemagne, 67 ans en Allemagne, alors ils nous inventent des chiffres, etc. On n'a pas les mêmes taux de natalité. Donc le rapport actif-retraité n'est pas le même. Donc déjà, les éléments de comparaison ne sont pas les mêmes. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Bon, ça, c'est le premier élément de réponse. Et en plus, ils comparent des choses qui sont souvent pas comparables. Moi, je prends souvent l'exemple de, nous, c'est 62 ans, on peut partir à taux plein, mais si on a fait les 42 annuités. Donc pour moi, en tout cas, à taux plein, si j'avais continué ma carrière de chercheur, c'est 67 ans. C'est au moment où la décote, elle est... Voilà. Et donc, c'est comme en Allemagne. Pour moi, c'est comme en Allemagne, en réalité. Enfin, on arrête de se mentir. Donc, ils comparent des choses qui ne peuvent pas être comparées, parce que les systèmes ne sont pas exactement les mêmes. Donc, cette histoire du vieillissement de la population est une vaste escroquerie. Et puis, méfiez-vous toujours des choses qui paraissent du bon sens, évidentes, parce qu'en réalité, le sens de l'histoire, si on regarde, s'il y avait un sens à l'histoire, je doute toujours des sens de l'histoire, mais s'il y avait un sens à l'histoire, c'est plutôt une réduction du temps de travail du fait de l'augmentation de la productivité. En fait, c'est ça le sens de l'histoire. On a réduit le temps de travail. Et on a réduit le temps de travail dans la semaine, on a réduit le temps de travail avec la baisse de l'âge pour le départ à la retraite. Et finalement, ils sont allés contre ce sens de l'histoire à partir des années 80-90 en Europe et un peu plus tardivement en France. Donc voilà un premier élément. Alors, deuxième élément, la conclusion de tout ça, c'est la part d'actifs sur de retraités. Quand elle a présenté la réforme, Elisabeth Borne elle a tout de suite dit « c'est catastrophique, on a un problème il n'y a pas assez d'actifs par rapport aux retraités ». Alors moi, j'ai été regarder les chiffres. Je suis scientifique, alors moi, je regarde les chiffres. Effectivement, la part d'actifs sur les retraités, elle a baissé assez fortement. On est passé de 3,2 dans les années 70 à 1,7 il y a quelques années. Mais en fait, ça fait 10-15 ans que ça ne bouge plus. Et on est passé de 3,2 à 1,7 sans qu'on ait besoin de tout casser, parce qu'on augmente la productivité du travail. Et dans le corps, en fait, ils nous disent qu'en gros, on va aller vers 1,4, 1,5, 1,4, voilà. Mais entre 1,7 et 1,4, on voit bien qu'il n'y a pas il y a pas un énorme trou. Bon, et puis en plus, on comprend rien à leur histoire parce qu'en réalité, le régime est excédentaire donc sur les 2 dernières années. Donc, on comprend ça ni queue ni tête. Alors, il y a bien un déficit à un moment qui va arriver, selon leurs hypothèses du Conseil d'orientation des retraites. Mais si vous lisez le rapport, et je finirai sur le dernier mensonge du gouvernement, en gros, ils nous disent qu'on n'a pas assez d'argent pour financer nos retraites. C'est le dernier grand mensonge qui nous sortent. Alors, même le Conseil d'orientation des retraites, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la chose suivante. Le seul indicateur qui permet de comprendre si on a assez ou pas d'argent, c'est les dépenses de retraite par rapport au produit intérieur brut. Et ce ratio-là, 14% de la richesse nationale va vers les dépenses de retraite. Et bien, ce ratio-là n'a pas bougé depuis un certain nombre d'années, c'est 14%. Et d'après les scénarios du Conseil d'orientation des retraites, il va diminuer. Pour des mauvaises raisons d'ailleurs. C'est pas bon qu'il diminue. Mais il va diminuer parce qu'il va y avoir une paupérisation en gros des retraités par rapport aux actifs. Mais c'est très bien expliqué d'ailleurs dans le Conseil d'orientation des retraites. Bon. Mais il va diminuer. Donc ça veut dire que les dépenses sont stabilisées en fait. C'est ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Et donc en réalité, il n'y a pas de problème. Bon. Donc c'est assez hallucinant cette affaire. Alors ils disent qu'il manque, alors maintenant je vais en venir à pourquoi ils font cette réforme. Et je commence par le truc le plus simple, c'est qu'il leur manque 12 milliards. Alors là, effectivement, ils font cette réforme notamment parce qu'ils ont donné de l'argent par la suppression de la CVAE, donc c'est la contribution à la valeur ajoutée des entreprises. Donc notamment ça fait un manque à gagner de 3-4 milliards. Et ils ont dit dans l'exposé des motifs que ça sera compensé par la réforme des retraites. Donc très clairement, les choses sont dites sur la table. Mais globalement, ça, c'est le petit bout de la lorgnette. En réalité, c'est le partage entre le capital et le travail. Bon. Pour vous donner une idée que l'argent existe, on dit en général de l'argent, il y en a dans la caisse du patronat. Ils ont versé 80 milliards de dividendes aux actionnaires du CAC 40 cette année. L'année dernière, c'était 60 milliards. Donc 80 moins 60, c'est déjà énorme quoi qu'il arrive, mais 80 moins 60, ça fait 20 milliards. Le déficit qu'ils essayent c'est 12 milliards. Voilà. Donc rien que ce petit calcul vous montre que l'argent il est bien disponible quelque part. Et pourquoi il y a autant d'argent qui va dans les marchés financiers ? Parce qu'on a mené une politique depuis les années 80
d'exonération des cotisations sociales. La part patronale dans les cotisations sociales, elle est passée de 55% à 5%. 55% à 5%. Tout gouvernement confondu. Désolé. Tout gouvernement confondu. Parce qu'il fallait favoriser la compétitivité des entreprises françaises par rapport à la compétitivité des entreprises étrangères. Vous connaissez toute l'histoire. Mais à l'arrivée, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait plus de marge pour des entreprises, surtout les grandes entreprises, qui en réalité, ça va dans les marchés financiers et ça va dans les dividendes des actionnaires. Ça ne retombe pas au salaire. Et à la limite, ils auraient, dans leur logique, ils enlèveraient du salaire brut pour le donner en salaire net et on ferait quelque chose de salaire net, ça resterait aux salariés. Ça serait plus socialisé, on est contre, mais ça resterait aux salariés. Non, 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 ils n'ont pas donné aux salariés. Ça a été directement au capital, cette affaire. Et donc, pourquoi ils veulent faire cette réforme? Et j'en finirai juste sur ce point-là. La sécurité sociale, dans ces 5 branches, c'est 600 milliards d'euros. Miam, miam. 600 milliards d'euros. Alors, c'est dur, ces grands chiffres, hein. Mais le budget de l'État, c'est 350 milliards. Et la part qui va dans la capitalisation des retraites, en France, c'est 16 milliards. 16 milliards seulement. Et la part purement sécurité sociale, c'est 240 milliards. Donc vous voyez, la marche entre 16 milliards et 250 milliards est énorme. Et pourquoi ils font cette réforme? Alors, bien sûr, ils nous disent, ça c'est le mensonge suprême, ils nous disent qu'ils font cette réforme pour sauver un régime par répartition. Mais non, ils font cette réforme pour nous faire peur. Parce qu'une grande partie de l'objectif de la réforme, c'est vous faire peur, nous faire peur, pour nous pousser à capitaliser. Ils nous mettent dans l'esprit qu'on aura des retraites toutes petites. D'ailleurs, après, ils vont même accentuer ça. Ils vont nous faire croire que c'est pire que ce que c'est réellement. Et après, vous allez recevoir dans vos boîtes à lettres, dans vos mails, les banques vont venir vers vous. Hein, ils ont réformé aussi la possibilité assurantielle là, de faire des fonds d'épargne retraite il y a 2 ans là-dessus, je crois que c'est il y a 2 ans. Et donc, il y a des produits qui sont disponibles et ils vont vous demander de capitaliser. Et ils l'ont fait en Suède et ils l'ont fait en Allemagne. En Allemagne, maintenant, 60% des Allemands ont une part qui est en capitalisé. En Suède, c'est 100%, c'est quasi obligatoire de passer par capitalisation. Et au bout du bout, on pourrait se dire, si les retraités sont mieux par capitalisation, on est contre, parce que s'il y a une crise financière, vous perdez tout votre capital. Hein, donc quand même, c'est pas très safe. Mais néanmoins, on a les chiffres. Et la comparaison européenne des taux de pauvreté chez les retraités, c'est 10% en France, c'est beaucoup trop, mais c'est 10% en France, c'est 20% en Allemagne. Partout où ils passent à la capitalisation, les retraités deviennent pauvres. Et sont obligés de travailler à côté. Donc voilà, le vrai enjeu de la réforme, il est là. Alors en plus, ils s'y ont mal pris, je conclurai juste là-dessus, en plus, ils s'y ont mal pris parce qu'elle est injuste. Donc là, juste pour revenir au fond de la réforme, c'est passé de 62 à 64 ans, et c'est passé de 42 à 43 ans pour avoir l'ensemble de la retraite à taux plein. Bon, mais quand on fait ça mécaniquement, c'est les femmes qui sont touchées, parce que les femmes, en fait, ont des carrières plus hachées, avec, en général, plus de temps partiel, et donc elles ont plus de mal à avoir les 42 annuités, elles auront encore plus de mal à avoir les 43 annuités. Ça paraît rien, non, mais en fait, dès que vous faites des calculs, moi j'ai fait les tableurs quand j'étais à la CGT, j'ai fait les tableurs pour la dernière réforme des retraites, et je peux vous dire qu'un an, c'est beaucoup, en réalité. Donc c'est les femmes qui vont être touchées, c'est les précaires, parce que plus vous êtes précaire et plus vous rentrez tard en emploi, et mécaniquement, plus vous avez une retraite qui va être affaiblie. Et puis, c'est ceux qui ont commencé tôt à travailler. Parce qu'avant, ils pouvaient partir à 62 ans. Ils avaient leurs 42 annuités, 20 plus 42, ça fait 62. Et maintenant, ils seront obligés d'aller à 64. Et essayer de travailler quand vous êtes dans des métiers pénibles, que ce soit aide-soignante, que ce soit assistant maternel, parce qu'ils prennent toujours le bâtiment, mais tous les métiers sont pénibles. Beaucoup de métiers, ou manuels, mais même beaucoup de métiers... moi, je prendrais juste une institutrice en maternelle. Ma mère était institutrice en maternelle, mais même ça, c'est pénible. Essayez de gérer 30 gamins quand vous avez 64 ans. C'est facile quand c'est vos petits-enfants, que vous en avez 2, mais quand vous en avez 30 ou 40... voilà, la pénibilité, elle est pour tout le monde quand on vieillit. Et puis, alors, quand on me sort, et je finirai juste là-dessus, je suis peut-être trop long, tu me dis, hein, j'ai pas regardé le temps, mais quand on me sort, mais on meurt pas au travail, mais si on meurt au travail, même à l'INRAE, moi j'ai un collègue qui est mort au travail d'une crise cardiaque. Mais bien sûr, et il bossait. Faut qu'on arrête ça. Enfin,
Et dans un institut de recherche, hein. Oui, il y a la pénibilité, il y a le stress, c'est pas la même chose. Donc tout ça, il faut vraiment bien le décortiquer. Et donc la conclusion que je veux avoir, c'est ne vous laissez pas enfumer par les débats un peu trop techniques sur ils vont changer ce petit bout-là, ils nous enferment dans des petits débats techniques. C'est-à-dire qu'on peut dire les femmes profitent pas, parce qu'en fait ça dépend comment on regarde les chiffres, etc. Non, pensez, imaginez des gens qui en fait voient une manne financière, c'est Picsou, c'est les 600 milliards, et ils se demandent comment ils vont pouvoir nous les récupérer. Et pour nous, il y a une pression énorme pour nous les récupérer. Pression de BlackRock, pression de Natixis, et tous ces gens ont des liens directs avec le pouvoir actuel. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Et l'enjeu, c'est à un moment donné de bloquer l'économie, ça c'est d'autres qui le diront, pour que d'autres, même, y compris capitalistes, disent « Ah non, mais là c'est trop le bordel, maintenant vous renoncez à votre réforme. » Et si on arrive à renoncer à la réforme, c'est ce que je vous disais en introduction, il y a un autre espoir qui se lève. C'est la retraite à 60 ans. C'est la 6e semaine de congé payé. C'est tout ça, c'est le retour vraiment d'un emploi dans les emplois publics, dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est tout le programme qu'on a essayé de défendre dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et ça c'est possible si on arrive à gagner sur les retraites. Donc je vous présente Frédéric Petit, qui est représentant syndical à la CARSAT, et donc on connaît aussi pas mal sur les retraites, et qui va nous faire donc un petit point sur le contenu de cette réforme. Et puis ensuite, si vous avez des questions suite à son intervention, on passera le micro dans la salle pour répondre à un certain nombre de questions avant de passer au prochain intervenant. Oui. Bonjour. Alors moi, je suis syndicaliste donc à la CARSAT et surtout, c'est moi qui calcule les retraites. Donc j'ai fait quelques petits exemples pour vous montrer concrètement la réforme de Macron, ce que ça donnait pour la vraie vie, dans la vraie vie, pour les gens. Donc, je vais vous présenter quatre exemples de vraies personnes qui, donc, avant la réforme et après la réforme, ce que ça donnerait. Alors, d'abord, je vais vous parler d'une dame, elle s'appelle Véronique, elle a un enfant et elle a travaillé toute sa vie, enfin, elle a eu une carrière complète, on va dire, dans le privé. Voilà. Elle est née en 1968. Et donc, à 62 ans, si on restait dans la réforme dans laquelle on est, nous, à la retraite, elle pourrait partir à ce nombre de trimestres. Donc, elle pourrait partir et elle gagnerait sur sa retraite 1 641 €. Si elle souhaitait partir avec la réforme actuelle à 62 ans, elle ne pourrait pas, puisqu'on ne peut partir qu'à 64 ans. Par contre, donc, elle devra attendre 64 ans. Par contre, avec la retraite actuelle, si elle attendait 64 ans, elle ferait 2 années de surcote. Du coup, elle pourrait partir avec 1 817 €. C'est-à-dire que elle ne pourra pas le faire, puisque lorsqu'elle partirait, si on arrive à la nouvelle réforme, elle ne pourrait pas surcoter, donc elle resterait avec ses 641 €. C'est-à-dire que clairement, par mois, elle va perdre 176 €. Voilà, c'est pour vous dire... la justesse, enfin une retraite plus juste, comme on nous a expliqué. Un autre exemple qui est encore plus parlant, c'est Sandra. Elle a une carrière hachée, puisqu'elle a travaillé, elle a une carrière à temps partiel, elle a élevé 4 enfants, donc elle a été un peu caissière, après elle a arrêté, après elle a repris son activité, elle s'est occupée des personnes âgées, etc. Donc, cette personne est née en 1969. Ce sont des personnes qui existent, ce dont je vous parle. Elle est née en 1969 et grâce à ses trimestres pour enfants, dans le système de retraite actuel, elle pourrait partir avec son nombre d'annuités à 62 ans avec 967 €. Voilà, 967 €. Si donc dans la retraite de Macron, évidemment, elle ne pourra plus partir, il faudra qu'elle attende 64 ans. Et elle partirait donc avec toujours ses 967 €, alors que si elle avait éventuellement eu le choix de continuer à travailler jusqu'à 64 ans, et si elle avait eu surtout la possibilité de continuer à travailler jusqu'à 64 ans, elle aurait gagné 1 128 €, donc elle va perdre là 160 € par mois. Voilà.
En fait, on a pris un certain nombre de cas qu'on a reportés donc avec le système de retraite que nous propose Macron, et on s'aperçoit qu'il y a on n'a pas trouvé un seul cas de personne qui gagnait avec son nouveau système de retraite. Ça n'existe pas. Alors, il y a un dernier point sur lequel dont je voulais vous parler, c'est la fameuse retraite à 1 200 € brut pour les personnes qui ont travaillé toute leur carrière au SMIC. Alors ça, c'est un grand... je sais pas, un mirage, ça n'existe pas, tout simplement, plus que on a pris l'exemple d'une dame qui est femme de ménage à la CARSAT, qui a commencé à travailler à 19 ans et qui a toute sa vie travaillé au SMIC. Et à la fin, parce que, attendez, sachez que les 1 200 € bruts, c'est brut, et c'est là, dans ce dont je vous ai parlé, c'est la retraite de base. Donc il faut rajouter ensuite la complémentaire. Là, 1 200 € par mois brut dont il parle, c'est avec la complémentaire. D'accord ? C'est tout compris. Hein. Et donc, cette personne, avec sa complémentaire, avec le système de retraite actuel, elle gagnera en étant travaillé toute sa vie au SMIC. Hein, elle arrivera à gagner 1 217 € par mois à 62 ans, puisqu'elle a commencé à 19 ans, elle a commencé jeune. Cette même personne partirait parce qu'elle est née en 1964. Donc elle tombe sous le coup de la réforme, mais elle pourra partir à 63 ans. Vous savez que c'est 64 ans à partir de 1968. Bon. Et elle partira donc à 63 ans avec toujours 1 217 €, bien sûr, puisqu'elle n'aura pas pu faire de surcote. Voilà. Donc de toute façon, les 1 200 €, elle les a acquis. Les personnes qui n'ont pas 1 200 € actuellement, en ayant travaillé toute leur carrière au SMIC, toute leur carrière, hein, les 43 années, ça n'existe pas en réalité. Voilà, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Alors, les personnes qui seraient touchées éventuellement par le système de retraite, les 1 200 €, ce sont des personnes qui ont quasiment, d'abord qui ont leur carrière complète. Ça va représenter, je crois que on évalue à 3000 personnes, je crois que c'est ça, hein, sur toute la France. Hein, c'est carrément personne, voilà. Et c'est vraiment une infime partie. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont gagner à peu près entre 50 et 70 € de plus de ce qu'ils auraient dû gagner. D'une, si ça se mettait en place, et de deux, ça ne pourra pas se mettre en place parce que c'est un système de calcul extrêmement complexe, et le système actuel qui existe à la CARSAT, en tout cas, ne peut pas le calculer. Parce que cette réforme-là, elle était déjà inscrite dans la précédente réforme des retraites, en 2003, et elle n'a jamais pu être mise en place. Voilà. Parce qu'elle touche extrêmement peu de personnes. Donc, il faut être tous dans la rue le mardi 7 pour refuser cette retraite et voilà, et se battre jusqu'au bout parce qu'on va gagner. Je suis sûre qu'on va gagner, on est prêt à gagner. Donc, voilà, il y a 93% des actifs, des travailleurs qui sont contre cette réforme. Il y a 70-75% des Français en général qui sont contre. Donc, on va gagner, on va tous y aller, on va se battre. Voilà. Merci. Maintenant qu'on s'est bien énervé autour de ce que cette réforme va nous coûter et va nous... comment ça va être une réforme, bien sûr, totalement injuste et qui va nous faire partir dans de plus mauvaises conditions encore à la retraite, si on y arrive jusque-là. On va parler maintenant de la mobilisation et de comment se défendre contre ça et comment gagner surtout cette bataille. Je laisse la parole donc à Benjamin Sablier, qui est le représentant à la CPAM de la CGT. Oui. Alors, avant qu'on aborde le thème de nos luttes, mais moi je souhaitais juste rajouter quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a le monsieur de l'assurance maladie? On parle de retraite. C'est étrange. Alors, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, mais depuis l'arrivée de Macron, c'est pas si vieux que ça, hein, il est que sur son deuxième mandat, il y a eu quand même une casse assez violente, déjà en commençant par le Code du travail. Et ils en ont profité pour détruire la médecine du travail. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des travailleurs qui se retrouvent dans de très mauvaises conditions de travail. Donc qu'est-ce que ça va faire, cette réforme, tout simplement? C'est que les économies qui sont en train de nous vendre, là, soi-disant, pour remettre le système à l'équilibre qui n'est pas du tout déséquilibré, où ils l'ont volontairement déséquilibré en asséchant les finances de la sécurité sociale, c'est que le transfert va se faire par le côté de la branche maladie, puisqu'il va falloir
payer des pensions d'invalidité plus longtemps, soigner les gens qui seront plus malades que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, je vous le dis, en tant que syndicaliste, on accompagne en permanence, et pourtant ils sont certains à un ordinateur, des gens qui sont déjà en inaptitude, et pas à 62 ans, hein. Ils sont en inaptitude dès 40 ans, 45 ans, avec des corps cassés, de la pression au travail, de la souffrance au travail, qui devient extrême. La deuxième chose, alors sur l'histoire des 1200 €, qui est un fantasme, moi je vous renvoie vers l'article de Mediapart, qui est très bien, puisqu'ils ont étudié la trajectoire professionnelle de 2,5 millions de personnes, et ils ont trouvé 48 personnes éligibles à 1200 €. Donc vous avez compris qu'en fait, comme le disait la camarade, ça n'existera pas en réalité. La suite, qui est très grave aussi, c'est qu'il va y avoir une transfert de cotisation des risques professionnels, qu'on appelle les accidents de travail, maladies professionnelles. Ça, c'est les camarades de la CARSAT qui récupèrent. Vous savez, les entreprises ont un taux de cotisation, aussi bien pour les accidents de travail que pour les maladies professionnelles. Et le gouvernement, pour ne pas pénaliser les entreprises, c'est-à-dire que non seulement la réforme est injuste, mais en plus on en profite pour refaire des cadeaux aux patrons. On va abaisser le taux de cotisation à TMP. Alors ils ont utilisé des termes très jolis, mutualiser, lisser, etc. Mais en réalité, ça va encore une fois de plus assécher. Et surtout, c'est une partie qui est excédentaire, hein, la sécurité sociale au niveau du budget. Donc là, on parlait de ces fameux 600 et quelques milliards d'euros de la sécurité sociale, ça existe des appétits. Deuxième chose, c'est que sur les risques professionnels, souvenez-vous la réforme de 2019, où les CARSAT devaient disparaître, justement, puisqu'il devait y avoir des caisses unifiées, et la partie AT-MP disparaissait. Et à l'époque, on ne savait pas qui allait la récupérer. Et je peux vous garantir que depuis la création de la sécurité sociale en 1945, le patronat n'a jamais digéré. C'était eux qui s'occupaient des accidents du travail avant. Et ils veulent le récupérer. La dernière chose, c'est que la France est déjà le plus mauvais élève en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. On a un triste record, c'est que tous les ans, il y a à peu près 700 morts au travail. On est les moins bons en Europe. Donc voilà, c'était déjà pour recadrer un peu, et puis continuer. Il faut qu'on arrive dans la population, dans nos voisins, nos amis, au travail, à démonter tous leurs arguments, et surtout pointer du doigt ce qui est extrêmement dangereux. Ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'aujourd'hui, là, ils s'attaquent à la retraite, c'est tout le pan de la sécurité sociale qu'ils veulent attaquer. Vous savez, sans être trop technique, on a ce qu'on appelle les conventions d'objectifs et de gestion avec l'État pour faire fonctionner les caisses. C'est un assèchement, une réduction de budget qui est en train de se faire à marche forcée, d'une rapidité qu'on n'a jamais vue en l'espace de 4 ans. On va se retrouver, je vous donne l'exemple de l'assurance maladie, tu pourrais le dire pour la CARSAT aussi. Vous êtes, dans les Bouches-du-Rhône, plus de 2 millions d'assurés. 2 200 000 exactement, à peu près. On est moins de 2000 agents aujourd'hui à la CEPAM. On ferme des accueils à la chaîne. La réponse aux besoins de la population d'accès aux services publics, elle n'y est plus. Le défenseur des droits vient de le dénoncer dans un communiqué de presse le 26 janvier, c'est très récent. Quand vous appelez une plateforme téléphonique de nos organismes, il n'y a que 60% des appels qui aboutissent. Plus grave, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement compté sur des contrats précaires, intérim, CDD, c'est que les gens ne sont plus formés correctement. L'étude de 60 millions de consommateurs en lien avec le communiqué de presse du défenseur des droits dit bien qu'il n'y a que 5% des appels, des réponses qui sont apportées, qui sont à peu près satisfaisantes. C'est pas ça un service public comme on fait à la CGT, on le répète. On a besoin de gens formés, on a besoin d'embauche, d'embauche pérenne. On a besoin de payer les gens correctement. Hein. On parle de financement de la Sécu, mais si on paye mieux les gens, si on augmente les salaires, vous savez qu'à la CGT, on ne dissocie pas la lutte contre la réforme des retraites des augmentations de salaire, puisqu'on était déjà en lutte dans beaucoup de secteurs, et là, il y a de l'argent à prendre aussi. Donc, ça va faire le lien de toutes nos mobilisations qui vont arriver par la suite. À la CGT, on a été très clair, surtout dans les Bouches-du-Rhône, on ne renoncera pas. Au nom de quoi on leur donnerait 2 ans de vie supplémentaires? Il n'y a aucune raison justifiée. Ce qu'on a besoin, par contre, alors c'était bien le 19, là on va retourner dans le 31, il faut que nos cortèges soient massifs et qu'on soit tous ensemble.
Parce que sinon, comme d'habitude, ils diront oh, c'est les 3 fous de la CGT qui bloquent le pays, et en fait, c'est pas justifié, la population, ça n'intéresse pas trop. Non, là, ils ne peuvent plus dire ça, puisqu'ils ont eu des millions de personnes à la rue, d'ailleurs, ils ne le contestent même plus. Le problème, c'est que il n'y a qu'une chose qui les fera renoncer, c'est que le patronat intervienne. Et qu'il les appelle en disant « Manu, là, le bouillon, il est en train de nous coûter plus cher que la soupe. » Donc il faut qu'on continue, mais il faut qu'on continue pas que par des manifestations, il va falloir qu'on continue par de vraies actions, comme on a pu le faire en 2019. Il y a beaucoup de secteurs qui essayent de se mobiliser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient très difficile. Vous le voyez bien, les niveaux de salaire, les niveaux de vie. On n'est plus comme il y a peut-être quelques années où on pouvait peut-être des fois se permettre. Moi, on m'a toujours appris à la CGT, quand tu prends ta carte, tu essayes de mettre un mois de salaire de côté. Comment vous voulez qu'on mette un mois de salaire de côté aujourd'hui? Donc il va falloir qu'on soit stratégique et qu'on multiplie les actions et que ça ne repose pas, bien sûr, toujours sur les mêmes. Raffineurs, cheminots. Il faut que le secteur du privé s'empare de la question le plus fort possible. Souvent, on nous dit la grève, ça ne sert à rien. Oui, parce que moi, mon secteur, il n'est pas stratégique, je ne bloque pas le pays. On est tous en capacité d'impacter l'économie. Vous avez, même pour la fonction publique, dans les mairies ou autres, vous avez un courrier avec un marché qui arrive. Ben, si on retarde le courrier de 1, 2, 3, 4 jours, parce qu'on s'est organisé pour mener la lutte correctement, ben nous, on a l'habitude. Quand on pose le chèque à la banque le lundi, on l'encaisse le jeudi. Bon, il y avait le trou, c'est pas grave, on a l'habitude. Mais eux, c'est des millions d'euros. Un jour, des millions d'euros, 2 jours, des millions d'euros, 3 jours. On a tous la capacité de peser dans la bataille. Il faut qu'il y ait l'unité. Donc pour l'instant, c'est un peu historique, hein, l'intersyndical le tient toujours. Après, chacun a ses méthodes de lutte. Nous, on ne jette pas la pierre à qui que ce soit, mais il faut qu'on reste tous ensemble. Il ne faut pas qu'il commence à y avoir de divergence dans est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on ne va pas continuer. Moi, je fais confiance à nos députés, puisque je sais qu'il y a un gros travail qui va être fait à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que réclament les travailleurs aujourd'hui? C'est le retrait de la réforme des retraites. On ne veut pas autre chose. Cette réforme-là, on n'en veut pas. Si on gagne, on pourra aller se battre pour améliorer. Enfin, nous, à la CGT, on demande 60 ans. Certaines fédérations comme la mienne, les organismes sociaux, reparlent même de 37,5 annuités. Le gouvernement, d'ailleurs, de façon assez méprisante, a dit « Oui, vous ne vous rendez pas compte, 85 milliards d'euros par an, c'est faisable. » Bon, les 85 milliards, je pense qu'on peut les trouver. Voilà. De l'argent, il y en a. On parlait des salaires hommes-femmes, de l'égalité hommes-femmes. Là, sur les personnes arrivant à 50, 55 ans, qui souvent se retrouvent sans emploi. Le patronat est en train de dire oui, on va embaucher, on va faire un effort. Ils ne le faisaient pas jusqu'à présent. Pourquoi ils vont le faire après? Il n'y a aucune raison. Et en plus, ils vont avoir des cadeaux, comme je le disais, sur la branche AT-MP. Une fois de plus, c'est des cotisations qui vont disparaître. Donc c'est très clair. On le sait comment on gagne, on le sait comment on perd. Je reviens sur les luttes qu'on a pu vivre sur les réformes des retraites. On a gagné en 95. On a perdu en 2010. Moi, j'ai fait l'analyse personnelle de ce qui s'était passé. En 2010, on a manifestouillé, j'ai envie de dire. On a fait 11 manifestations, et puis ça s'est arrêté là. En 95, c'était pas la même donne. En 95, le pays était bloqué, 3 semaines sans train. Il y avait énormément de monde dans la rue, et c'était dans tous les secteurs. C'était pas quelques corporations, j'ai envie de dire, qui avaient pris à bras le corps la lutte. Oui, certains sont toujours les initiateurs, les premiers, mais ils agrègent tout le monde. Il y avait aussi la jeunesse en 95, ce qu'on est en train de vivre un petit peu aujourd'hui. Donc moi, je suis parfaitement conscient et confiant sur le fait qu'on peut gagner. La seule chose qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que si on perd ce coup-ci, ça a été dit tout à l'heure, c'est bien au-delà du champ du travail, de la vie de tous les jours, c'est un changement de société qui va s'opérer.
Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'utopie. On a tous un petit bout d'utopie dans la poche. Hein. C'est la carte vitale. Sécurité sociale créée dans un pays ruiné. On ne parlait pas d'argent à l'époque, on parlait juste de volonté politique. Et surtout, on avait dit, on va s'occuper de nos affaires. Nous les travailleurs. Voilà, ben, il faut qu'on reprenne cette démarche-là. Et vu tout ce qui est en train de s'agréger, la grogne sociale, elle est là depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant. Si on gagne sur la réforme des retraites, on pourra les gagner sur les salaires, on pourra les gagner sur le temps de travail. Parce que je veux dire, c'est la revendication de la CGT. Travaillez tous, travaillez mieux, travaillez moins. Parce qu'on ne veut pas perdre nos vies à la gagner, tout simplement. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est la réalité. Donc, comment on gagne? Ben, il va falloir que chacun mette en pratique nos habitudes de lutte et dès qu'il y a quelque chose, ben, y aller. Je veux dire, à la CGT, on n'était pas super enthousiaste à aller manifester un samedi. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est pas incompatible manifester un mardi et être en grève. Mais on va aussi mener d'autres types de luttes, d'autres types d'actions. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ce que propose la CGT, ben, l'ensemble des forces qui s'opposent à cette injustice, ben, nous rejoignent. Donc là, on multiplie, on fait des tractages. On est allé... aujourd'hui, il y avait une action, parce qu'il n'y a pas que la réforme des retraites, il y avait une action par rapport au comité chômeurs et précaires, puisque vous avez vu le drame qu'est cette réforme du chômage. Parce que ça aussi, il faut la coupler avec ce qui va se passer avec les retraites. Donc les gens vont être ou malades, ou au RSA, ou à Pôle emploi plus indemnisés, ou indemniser une misère. Et on va leur dire, ah ben non, vous ne pouvez pas être à la retraite, il faut continuer. Donc malheureusement, ça sera des morts. Quand on parle de mort au travail, oui, les gens ils vont mourir avant d'arriver à l'âge de la retraite. Donc une fois qu'on est conscient de tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, on va gagner. On ne peut que gagner, moi je dis, sur cette réforme-là. Ils ont perdu la bataille de l'opinion. Il y a l'ensemble des forces du pays qui sont en train de se mettre en branle pour justement arriver à agréger tout le monde. Donc, moi je pense qu'on n'a aucune crainte à avoir, mais il faut qu'on continue le travail qu'on est en train de faire comme ce soir. Alors, lorsqu'on a discuté de mon intervention en dernier, je me suis dit comment j'allais traiter les choses et qu'est-ce que j'allais dire. Et je me suis dit que le plus simple était d'utiliser mes arguments au quotidien, ce qui me semblait le plus important et que j'avais comme débat. Alors, évidemment, en préalable, l'objectif de donner ces arguments, c'est effectivement le retrait total et complet de cette réforme. Je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit avant moi. Alors, je vais simplement citer, mais brièvement, 4 points. L'un, sur l'enjeu de choix de société, l'autre sur l'enjeu de lutte de classe que ça représente, la démonstration que les moyens existent et la construction du rapport de force et de notre action dans la période à venir. Il est évident que de ce point de vue-là, je ferai qu'effleurer les choses puisque je m'appuie sur ce qui a été dit précédemment. La première idée sur le choix de société, c'est bien un choix de société parce qu'il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait des richesses qui sont produites, quoi. Est-ce que quelques-uns s'en accaparent ou est-ce qu'elles sont redistribuées au plus grand nombre qui les produit, ces richesses? Deuxième question, c'est la question des 2 ans. Est-ce qu'on va avoir 2 ans de plus de vie dure au boulot ou est-ce qu'au contraire, on va avoir les meilleures années en retraite? Ça aussi, c'est une question concrètement du choix de société. Enfin, l'idée d'avoir une réforme progressiste des retraites qui viendrait derrière le retrait, évidemment, de cette loi, c'est bien, comme le disait Hendrik tout à l'heure, départ à la retraite à 60 ans avec une pension à taux plein pour une carrière complète, avec la prise en charge des cotisations dans toute une série de situations qu'on n'a pas développées là, mais qui vont des études à la maladie, au chômage, etc. ou à l'invalidité. Donc, suivant comment on traite ce genre de questions,
on choisit un type de société ou un autre. Ça intéresse tout le monde et ça mérite d'en parler tranquillement mais sérieusement, quelle que soit l'opinion préalable des gens sur cet enjeu. Deuxième chose, il y a bien un enjeu de classe au sens où il s'agit, comme l'a dit Hendrik, de s'emparer de sommes extraordinaires concernant la protection sociale. Il parlait des 600 milliards, dont 400 et quelques sur les seules retraites. 250. 250, c'est 240 ? Bon. Bien. Donc, de ce point de vue-là, il y a bien, sur cet enjeu de classe, soit une conception de retraite qui soit une conception de retraite solidaire, soit au contraire des retraites par capitalisation qui favorisent le profit. C'est en ce sens qu'il y a, qu'on peut matérialiser concrètement, sans se lancer des anathèmes sur l'enjeu de classe ou quoi, mais l'expliciter. Et les gens ont besoin de ça. En fait, c'est bien la répartition des fruits du travail qui est cet enjeu de classe, et c'est normal de le poser avec force. Alors, sur les moyens qui existent, moi je dirais simplement, on l'a évoqué tout à l'heure, mais en 2000, nous avions 10 milliardaires dans notre pays qui cumulaient 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous le savez, 42 milliardaires, 544 milliards d'euros. C'est éloquent, c'est la démonstration, c'est précis. Alors, je vais citer simplement 3 points sur la question des retraites qui sont extrêmement concrets et qui parlent aux gens. D'une part, la cotisation, c'est un moyen de financement solidaire et essentiel. Et il y a 2 illustrations simples qui peuvent montrer comment on peut résoudre les questions des retraites. C'est d'une part, l'idée d'augmenter les cotisations de 0,8 points représenterait en moyenne 28 € mensuels en 2027 et représenterait la réponse aux questions qui sont posées. 5% de hausse salariale dans le privé représenterait 9 milliards d'euros. Voilà, je cite ces 2 exemples, mais on peut en citer d'autres. Le fric, il y est, on peut expliquer comment le restituer de manière juste. Après, il y a quand même, on n'en a pas parlé ce soir, mais par contre ça vient bien dans les discussions, la question, ou peut-être un peu, de réévaluer les exonérations de cotisations sociales. Alors on a eu la loi Fillon, les crédits d'impôt, etc. Et avec toute une série de dispositifs qui entraînent sur le manque à cotiser ou à gagner 75 milliards. C'est quand même pas rien. De Terra Nova, qui est une fondation proche du Parti socialiste à ma formation, tout le monde s'accorde à mettre en cause ces exonérations. Ce qui veut dire qu'il est possible d'avoir des majorités politiques au-delà des politiques qui ont été menées précédemment, y compris pour répondre aux besoins en matière de retraite des Français. Alors, il y a après le prélèvement sur les revenus financiers des entreprises. 385 milliards d'euros réalisés en 2021. Et si on les taxait ou on les soumettait à des prélèvements comme ceux des cotisations patronales, ça représenterait 40 milliards d'euros. Voilà quelques arguments importants, me semble-t-il, pour démontrer que l'argent, il y en a, que ce n'est pas la langue de bois, que ce n'est pas une litanie, que nous sommes porteurs de modernité en posant ces questions-là. Donc, de ce point de vue-là, on peut se rassembler et aller chercher le fric. C'est un double combat, parce qu'en même temps qu'il faut battre la réforme des retraites, eh bien, il faut s'emparer de la force qu'on est capable de construire pour aller chercher le fric. C'est le même mouvement, en fait. Alors, peut-être sur la construction du rapport de force, il y a beaucoup d'arguments qui ont été donnés, très heureusement, et que je partage. En tous les cas, il y a une chose qu'il faut dire haut et fort, et je crois qu'on le partage tous, c'est le soutien de l'intersyndicale et des journées d'action du 7 et du 11 février, et puis celles qui auront peut-être lieu sous les formes adaptées d'ici là.
Il y a l'action des groupes de gauche et écologistes à l'Assemblée nationale, avec son représentant ici, Hendrik, et aussi les forces du Sénat. C'est le sens de l'action pour réclamer un référendum sur cette question et des magouilles du gouvernement pour empêcher la motion référendaire à ce sujet, mais je ne développe pas. C'est le sens du meeting qui aura lieu, j'espère, à Marseille, dans les jours qui viennent, peut-être le 10 février. Voilà. Localement, à Marseille et dans nos arrondissements, nous nous sommes engagés. Le printemps marseillais a joué tout le rôle qu'il pouvait jouer, y compris pour l'élection d'Hendrik, et nous travaillons la main dans la main, et au sein des forces qui sont organisées au sein de la NUPES nationalement, et qui se sont retrouvées ici, puisqu'on a fait la proposition, on s'est retrouvés, et je vais en faire une nouvelle, vous informer en tous les cas de l'initiative qu'on prend. On s'est réunis d'abord récemment, et dans cette réunion, il y avait Didier Jo et il y avait Hendrik Davy dans ces forces de la NUPES, et nous avons décidé d'élargir à toutes les organisations qui n'étaient pas là ce jour-là. Alors, notamment du point de vue des organisations, nous n'avions pas présent les organisations syndicales. Alors, ce que je peux vous annoncer, c'est que nous faisons la proposition en commun avec l'Union locale CGT du secteur, de telle manière à réaliser, dès la semaine prochaine, probablement mercredi, une réunion des différentes organisations que j'évoquais à l'instant, de telle manière à conforter, à prendre des dispositions supplémentaires localement sur nos secteurs pour faire encore plus un succès des initiatives qui sont en cours et pour donner encore plus de force avec les gens, avec nos populations. Donc là, j'ai l'accord de l'Union locale CGT pour vous l'annoncer et un mandat de ma formation politique pour m'adresser aux différentes formations, et c'est ce qu'on va faire dans la soirée. Voilà, je voulais d'abord vous l'annoncer parce que ça a été un souci permanent qu'on a eu notamment avec Hendrik, de rassembler, de retrouver les organisations, d'avoir le plus de poids possible et de créer les meilleures conditions politiques de soutien à l'intersyndical et en même temps d'œuvrer à la perspective politique et à montrer qu'une autre politique est possible, parce qu'après tout, on élit aussi nos parlementaires pour mener cette autre politique. Donc, de ce point de vue-là, nous représentons, même si on n'est pas très nombreux là maintenant, l'écrasante majorité des 5e et des 4e arrondissements. On porte cela et il faut, en tous les cas, c'est notre objectif, créer les conditions pour permettre la mobilisation du maximum de personnes dans la population, surtout beaucoup le souhaitent. On est interpellé quotidiennement et il y a une volonté de gagner, on va s'y employer.